Donc, c'est François, est-ce que c'est tout bon? Je remets le micro. Oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Alors, tu prends la parole ou je présente à la famille de Nice, qu'on est en train de faire peut-être? Oui. Vas-y. Ok, donc cette petite causerie était au fait à l'initiative avec les centres de Suisse. Et je pensais le faire à Narbonne, mais il se trouve que je suis passé ici à Nice aujourd'hui, donc on avait fixé cette date déjà il y a quelques temps. Donc voilà, donc à travers Internet, le webinar, on va avoir une causerie avec un groupe qui est là-bas en connexion en Suisse, et ça vous permet, vous, indirectement de participer. C'est pas très, très poli parce que je regarde là-bas, et bon. Mais en fait, on est ensemble. Ça ira? D'accord. Alors, le son, il n'y aura pas de son parce que tout le monde aura les micros coupés. Mais par contre, après, ils poseront des questions où Loïs, alors, il y a Loïs, c'est le seul qui dirige, qui posera les questions. C'est ça, hein, Loïs? Oui. Toi, tu pourras intervenir. Oui. D'accord. Donc, Loïs peut intervenir. À ce moment-là, il faut faire un peu de silence pour l'entendre. Je mets le volume à fond, là. Ça devrait aller. Si vous m'entendez assez. Et pour l'instant, c'est comme. Elisabeth, approche-toi un peu si parce que tu ne vas pas trop entendre. Pour l'instant, c'est dans un sens. Hein. C'est moi qui parle et les questions vont venir après. Des questions ou même des questions écrites que Loïs va éventuellement lire. Voilà, c'est ça. Ok, Loïs, c'est posé. Parfait, merci bien. Alors, merci François, c'est vraiment super de t'avoir aujourd'hui. Donc, bienvenue à cette conférence ou causerie, comme tu dis, sur le pouvoir des vertus. Donc, François, c'est un yogi de longue date qui pratique la méditation depuis plus de 40 ans, qui a représenté la France, qui s'occupait les centres en France, Brahma Kumari, pendant de nombreuses années, et puis avec les péripéties de la vie, les hauts et les bas. Aujourd'hui, François est en Polynésie et il continue de donner des conférences dans cette région. Mais aujourd'hui, il est en France avec nous, et donc voilà. Donc François, bienvenue et c'est un grand plaisir de t'avoir. Ok, merci. Je ne sais pas trop combien de personnes sont sur la ligne. Pour l'instant, c'est un petit. C'est normal? Oui. C'est normal, oui. C'est bon. Ok, voilà. Donc je salue tout le monde, je salue la Suisse. Et puis, comme je vous ai dit, on a la chance en même temps de s'adresser à un petit groupe ici à Nice avec des ventilateurs dans tous les coins. Ça fait un peu rappeler l'ambiance de Polynésie. Alors que, comme l'a rappelé, oui, ces 3 dernières années, je suis pas seulement en Polynésie, je suis aussi en Mélanésie. Alors peut-être pour vous, c'est loin et pas sûr. C'est le Pacifique. Et le Pacifique est très large. Et donc, on peut vous dire, entre Nouméa et Tahiti, il y a 5 heures d'avion. Donc, ce sont des territoires français. Et on y parle français. Il n'y a pas d'euros. On fonctionne avec des francs pacifiques. Et c'est plus ou moins les mêmes règles de vie qu'il y a ici. Ce sont des territoires, ce ne sont pas des départements. À la différence de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, ce sont des pays qui ont des territoires qui ont leur propre gouvernement, qui ont une certaine, même une autonomie relativement intéressante. Pourquoi je parle de la Polynésie? Là, je suis confiné en France et j'attends que les frontières s'ouvrent pour retourner. Donc, j'ai un avion pour la Tahiti le 2 octobre. Jusque-là, Nouméa, l'Australie sont fermés, puisque pour aller à Nouméa, il faut que je passe par l'Australie. L'Australie a fermé pour l'année et Nouméa jusqu'au 24 octobre. Par contre, la Polynésie ouvre ses portes. Donc, je vais pouvoir y aller. Quelques mots sur pas seulement les raisons d'être là-bas, mais le facteur intéressant d'être à l'autre bout du monde, dans des gens qui ont des coutumes très différentes. Vous pouvez l'imaginer. Souvent, on oublie que ces gens, il y a 1 siècle et demi, ne connaissaient pas l'Occident. Donc, ils ont fait un shift extrêmement rapide entre vivre dans la nature, vivre dans une société fermée, vers un monde occidental
comme certains appellent civilisé, mais je pense qu'il faut peut-être tourner avoir une vision différente. C'est qui les plus civilisés. Et des gens qui avaient une grande culture, mais aussi des grandes valeurs. Il y avait une organisation, ce sont des gens profondément spirituels, mais sous une autre définition que la nôtre. Pas religieux, spirituel, très proche des éléments, très proche de la nature. Des gens intelligents. Et j'ai grand plaisir d'être avec eux et de parler de la spiritualité comme je la vis, et je ne suis pas là-bas pour leur emmener une autre religion. Et aujourd'hui, que ce soit à Tahiti, à Nouméa ou ailleurs, les gens ont besoin de spiritualité. Les gens sont à la recherche de spiritualité, et des fois, tu poses la question, j'aimerais pratiquer la méditation. Parce que quelque part, je leur pose la question, mais pourquoi la méditation ? Vous ne savez pas ce que c'est, mais ça vous inspire. Alors, c'est le Bouddha peut-être qui vous donne cette image, vous savez, le Bouddha, le sage, et tout le monde, ou beaucoup des gens qui viennent vers nous, ont un sentiment profond que la méditation est une méthode pour avoir accès à une spiritualité, pour avoir accès à je dirais, à son fort intérieur, ou, faisons différemment, pour avoir accès à quelque chose qui vit en nous, mais comme si nous étions coupés de quelque chose de fondamental qui devait s'éveiller. C'est pour ça que j'aime bien qu'en spiritualité, on parle souvent d'éveil. Et sur une autre conférence, j'en parlerai peut-être une autre fois, c'est que chaque être humain est parti d'une graine à la base, est devenu un arbre. Et quand on est devenu un arbre, on peut se perdre dans les feuilles, on peut se perdre dans les branches, parce qu'il y a une branche sociale, il y a une branche culturelle, il y a une branche philosophique, il y a une familiale, professionnelle. Et il est tellement facile de se perdre dans ces branches et de finir par croire que la branche professionnelle est la plus importante, et la branche famille, et on se perd dans notre création. On se perd dans notre création et on oublie d'où on vient, pourquoi on vient et quel est le sens de la vie. Donc la méditation est quelque part un retour vers la graine. Donc on a besoin de plonger en soi, on a besoin de se connecter, ce que j'appellerais moi, se connecter à son ADN, l'ADN spirituel. Et ça me relie au thème d'aujourd'hui. Quand on parle d'ADN spirituel, ou l'ADN de l'âme, ou l'ADN de la conscience, parce que le mot âme déjà est connoté, mais j'aime bien parler de la conscience, j'aime bien parler de cet être avec lequel je vis du matin au soir, avec lequel j'ai des dialogues, avec lequel j'ai des interrogations, etc. Vous qui fréquentez un peu cet endroit, vous savez très bien que la première leçon, c'est de dissocier corps et âme. Le corps, bien sûr, c'est l'enveloppe, mais comment je m'exprime, c'est quand même mon fort intérieur, c'est cette conscience qui cherche quoi, au fait? On est tous à la recherche de notre ADN fondamental, et il n'y en a que 5, en fait. On a besoin de paix, on a besoin d'amour, on a besoin de bonheur, on a besoin de pureté, on a besoin de force, de pouvoir, de connaissance. Ça s'arrête là. Si on pouvait tous avoir de l'amour et du bonheur demain, ce centre serait vide. Donc, on est à la recherche de nos besoins, exactement comme, je ne sais pas combien vous êtes conscients de la pyramide de Maslow. Vous avez tous entendu parler de la pyramide de Maslow. Maslow, en 1950, c'était un chercheur qui a essayé de comprendre quels sont les besoins fondamentaux de l'homme ou de l'animal au départ. Donc, il a fait cette pyramide avec plusieurs étages. Et au premier étage, l'homme ou l'animal a des besoins physiologiques. Il a besoin de manger, de boire, de dormir, de se bouger. À une strate supérieure, un étage supérieur, il a besoin d'abri, il a besoin de sécurité, il a besoin d'un toit, etc. À un étage supérieur, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de travailler, il a besoin, etc. Et on monte. Et à un moment donné, il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'appartenance. Même les animaux ont besoin d'appartenir à un clan, à un groupe. Et ensuite, on arrive à la pointe de la pyramide, c'est plutôt ce besoin spirituel que l'animal n'a plus, mais que l'homme possède. C'est, en gros, je dirais presque donner du sens à sa vie. Donner du sens à sa vie, donner une raison d'être, et en même temps, je suis là pour vivre quoi et aller vers où. Et ce qui va dicter automatiquement mes comportements.
Vous voyez bien les gens qui ont perdu le sens de leur vie, ou si le sens de leur vie, c'est gagner de l'argent pour aller au supermarché, leur comportement est très différent que celui qui met un sens un peu supérieur à la vie. Donc lui va aller plus vers l'échange, vers la générosité, vers une démarche plus spirituelle. C'est toujours OK? Jusque-là, vous avez le droit de poser des questions après. Comme nos amis suisses, pour l'instant, ils n'ont pas le droit de poser de questions. En Polynésie, vous avez sûrement vu des images, vous avez sûrement vu les vaïnés. Il n'y a pas que les femmes, il y a les hommes. Ils partent de chez eux le matin avec une fleur dans les oreilles, hein, la tiaré, c'est la fleur locale, qui sent très bon, qui sent très bien, et, ou un hibiscus, et bien sûr des colliers de perles noires, qui est la perle de Polynésie. C'est la seule, la noire, elle existe dans ces mers chaudes. La question, pourquoi ces gens ont tellement besoin de partir avec cette fleur ouverte pour les femmes, fermée pour les hommes? Il y a des codes, à droite ou à gauche, il y a des codes. Et si ce n'est pas la fleur, c'est des fois carrément la couronne, etc. Ce n'est pas qu'une tradition, c'est rentrer dans un besoin, c'est, comme toutes les femmes, on aime être belle, aime quelque part exister, mais exister dans le bon sens. Donc ça revient un peu à ce que j'appelais un peu la vertu. Dans le domaine spirituel, on parle de beaucoup de choses, mais on parle aussi des pouvoirs. Et sûrement, vous avez eu l'occasion de parler des fameux pouvoirs, dont il y a différentes sortes de pouvoirs. Alors, il y a les fondamentaux, même ce que j'ai exprimé tout à l'heure, parlant de paix, amour, bonheur, ce sont des qualités, ce sont aussi des pouvoirs. C'est-à-dire, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de ce que, de force, d'énergie dont l'âme a besoin. Mais il y a d'autres qualités, qu'on appelle même des pouvoirs, comme par exemple le pouvoir de s'introspecter, le pouvoir de s'adapter, le pouvoir de juger, le pouvoir de coopérer. Sans doute, vous avez pris un cours où on parlait de ces 8 pouvoirs. Ils sont assez fondamentaux, autant les 2 premiers pour la maîtrise et la compréhension de soi, s'introvertir, le lâcher prise, c'est pour se forger soi. Vous avez les pouvoirs qui sont plus pour communiquer avec le monde autour de nous, donc c'est le pouvoir de tolérance et de s'adapter. Il y a 2 autres pouvoirs, c'est de discerner et juger, sont plus des pouvoirs pour mettre les choses en place, parce que je vis seul avec moi-même, je vis avec les autres, mais nous faisons des choses ensemble. Et c'est là que, avec les autres, il faut que je m'adapte, il faut que je tolère. Avec les autres, quand on construit, il faut discerner, juger, il faut prendre des bonnes décisions, il faut s'engager. Et ensuite, quand tout ça s'est mis en place, il faut malgré tout les pouvoirs de coopération et même de faire face. Donc, on voit que les pouvoirs sont nécessaires dans une société pour qu'un fonctionnement puisse fonctionner. Mais alors, où est la place des vertus? À la place des vertus revient un peu ces belles fleurs que portent les Tahitiennes, même les Tahitiens, ce sont un peu cette décoration. Mais combien de vertus existent-ils? Alors, en Inde, ils ont fait un arbre avec plein de petites étoiles et des bougies et des boules, et chacune est une vertu. Alors, j'en ai noté quelques-unes, je vais vous en lire quelques-unes et on en parlera. Alors, les vertus, quand on y réfléchit, est une qualité qu'on possède moyennement. Et il y a plein de vertus qu'on possède un peu, mais qu'il faut développer. Il y a quelque chose qui m'avait fasciné quand je suis allé à l'île Maurice. Je ne sais pas si quelqu'un a eu l'occasion d'y aller. L'île Maurice, les gens sont d'une profonde gentillesse. Je peux quasiment dire généralisé. Et donc, c'est une vertu fondamentale qui existe là-bas, que vous trouvez moins à Paris. Et cette gentillesse devient un pouvoir. Quand on incarne une vertu, la vertu devient un pouvoir. D'accord? Et non seulement un pouvoir, mais un pouvoir que vous possédez, puisqu'ils le vivent, ils l'incarnent, ça devient un pouvoir qui fait partie de votre ADN. Ça devient tellement fort que ça vous désarme.
Ça fait que la gentillesse incarnée, parce qu'on est tous gentils quand on aide une personne à traverser la rue, on est gentil, vous allez monter la valise dans le train, je suis gentil à ce moment-là. Mais quand vous incarnez cela, c'est-à-dire vous transpirez la gentillesse, vous la vivez et vous ne jouez pas à être gentil, vous l'êtes profondément. Et ce que j'ai vu chez beaucoup de ces gens-là, eh bien, mon propre comportement avec eux était différent. D'abord, vous ne pouvez pas les agresser, c'est impossible. Vous n'agressez pas un enfant, vous n'agressez pas un petit chat, parce qu'il est mignon. Donc, je me suis rendu compte que combien la vertu incarnée devient une force, un pouvoir, mais en même temps un pouvoir qui est communicatif et qui m'obligeait, moi, à me changer, m'obligeait à avoir de différents comportements. Et donc, quand la vertu devient pouvoir, elle devient aussi énergie de changement. Et on n'arrête pas de parler de changement, puisqu'on sait qu'on est dans un monde en crise, entre autres, mais un monde qui exige le changement. Et à une époque, c'était les grandes publicités lors des campagnes politiques. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils le font encore, tout le monde parlait d'un changement. Mais c'est sûr qu'il faut un changement, il y a tellement de choses à changer, à améliorer. Mais il faut savoir que le changement, ça reste une théorie, ça reste des vœux pieux, si on n'en a pas d'énergie. Et je me suis rendu compte que la vertu qui devient pouvoir, pouvoir qui devient énergie, est force de changement. On a beau comprendre qu'il faut changer, mais je ne changerai pas si je n'ai pas de carburant. Si je n'ai pas cette énergie pour mettre les choses en place. Et je me suis rendu compte combien les vertus avaient entre autres, avaient ce pouvoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens souvent me posaient la question, mais comment on médite? Ça ne vous arrive pas à vous poser la question? Mais il n'y a pas de recette. C'est ça le problème, il n'y a pas vraiment de recette. Parce que c'est comme un couteau suisse, chacun a sa manière de méditer, c'est contrôler ses pensées, ça devient compliqué. Alors j'ai retourné la question avec les Polynésiens, j'ai dit non, ne me posez pas la question comment il faut méditer, posez-vous la question pourquoi vous voulez méditer. Si vous vous posez la question pourquoi vous voulez méditer, vous allez trouver sans doute déjà une première réponse et une deuxième, et le fait de trouver des réponses, vous vous mettez déjà en méditation. Vous êtes déjà parti dans une réflexion, une introspection, et vous avancez déjà dans une démarche, on pourrait dire, méditative. Donc je leur ai dit, bon, vous ne me posez plus la question, mais on va aujourd'hui, et c'est ce que je fais, on va se poser les bonnes questions. Il est beaucoup plus difficile de poser les bonnes questions que de donner des réponses. Vous n'avez pas remarqué? Poser les bonnes questions n'est pas évident. Ça demande une réflexion de profondeur, ça demande une analyse. Donc, c'est ce que je suscite un peu aux gens de faire, c'est de réfléchir pour poser les bonnes questions, mais après, on peut se la poser à soi-même déjà. Et donc, j'arrivais sur ce stade, aujourd'hui, pour se poser la question, le rôle, la force, le pouvoir des vertus. Je disais, si les gens portent des fleurs ou des beaux colliers autour d'eux, c'est, bien sûr, c'est une partie, on peut appeler ça de la beauté, mais ce qui est surtout, c'est quelque part a besoin de bien-être. Pourquoi on aime être bien habillé? Pourquoi à l'époque, le dimanche, les gens mettaient l'habit du dimanche? Ça se fait peut-être plus beau aujourd'hui. Il y a un moment, tout le monde dans les familles les enfants mettaient l'habit du dimanche. C'était pour un bien-être, un bon feeling, c'était pour du respect, pour peut-être rayonner. Tout cela a un effet psychologique sur nous. Donc la fleur, c'est pas seulement une fleur, c'est pas seulement qu'un parfum, mais quelque part, ça donne, j'appellerais presque que ça donne une énergie, un respect de soi, une satisfaction personnelle. Alors que, on pourrait dire c'est du narcissisme, non. Ou on dire je le fais pour la galerie, non plus. Je le fais parce que ça me plaît, parce que j'aime le faire. Et les Polynésiens, ce ne sont pas des gens à vouloir étaler. Ils sont très spontanés, je trouve qu'ils ont même beaucoup d'humilité. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. Je trouve ça beau. Et ça fait bien sûr partie un peu du folklore. Et en même temps, ce besoin de se respecter, d'être grand, c'est quelque part progresser. C'est ce que moi je mettrais, comme on parlait de développement, de travailler sur
son potentiel. Comment je peux ouvrir et agrandir mon potentiel? Quelque part, ce que je dirais, c'est apprendre à s'apprécier. Et ça, c'est un grand sujet de méditation. Combien je m'apprécie? Ce qui veut dire combien je me connais et combien je sais que je suis un être. On est tous uniques. On est tous uniques, on est tous extraordinaires. On est tous des êtres assez profonds, avec des consciences, avec des pouvoirs de réflexion, des pouvoirs d'échange, donc des pouvoirs de grandir, des pouvoirs de pousser un peu à la hauteur de nos horizons. Et il y a un mot que j'aimais bien, ça quand j'étais à l'époque, j'ai passé 35 ans à Paris, et j'étais plusieurs fois comme je suis dans une association à des rencontres avec à l'époque le maire de Paris. Et il y a un maire qui revenait toujours sur c'était sa citation. Paris est une grande ville. Paris est une grande ville dans le monde. La ville lumière. Tout le monde connaît Paris. Et c'est une belle ville, on le sait. Maire d'une ville de Paris, pour lui, il fallait que ce soit une ville qui apporte toujours quelque chose de plus au monde. Il ne fallait pas que ça reste une ville, point à la ligne, une belle ville qui est visitée par 65 millions. Non. Son mot, c'était il faut que Paris surprenne. Il faut surprendre. Je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que notre ville devrait en permanence apporter un plus que les autres n'auront pas trouvé. Vous voyez? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour que Paris devienne une ville d'initiative, une ville créative, une ville qui n'a pas peur de changer les paradigmes, une ville qui n'a pas peur de bousculer les habitudes. Vous voyez, c'est tout ça qu'il entendait. Eh bien, quand je parlais de vertu, quand je parlais de vertu, eh bien, je revenais un peu à ça. Nos Polynésiens ont besoin, et nous avons tous besoin, de tous les jours, de se rendre compte que la vie n'est qu'une aventure. La vie n'est qu'une aventure, mais dans une aventure, chaque jour est ou devrait être différent. Et chaque jour devrait apporter de nouvelles victoires. Sinon, je ne progresse pas. Sinon, je ne me surprends pas. Et là, c'est fondamental pour les gens qui sont intéressés par la spiritualité ou par la méditation. On a besoin de changer. On a besoin de grandir. Dès le moment qu'on rentre dans la monotonie, vous allez voir, votre méditation chute. Votre enthousiasme chute. L'homme n'est pas un animal. On a une différence dans la pyramide de Maslow. L'animal, il a bien mangé, il a bien dormi, et il a son petit clan, il s'arrête là. Mais on voit que l'animal n'évolue pas. L'animal ne crée pas. L'animal ne se dépasse pas. Alors que le fondement de l'homme, c'est d'aller toujours. On est des conquérants. On est toujours allé vers plus loin, c'est-à-dire on cherche à se grandir. Alors il y a se grandir, ça ne veut pas dire mégalomanie, ça ne veut pas dire conquérir les autres pays comme on l'a malheureusement trop fait, mais combien je suis capable de me conquérir, me surpasser, me surprendre et retrouver de nouveaux horizons. Et le fait d'en avoir un par jour, on n'a pas besoin de plus, me redonne de l'enthousiasme, me redonne du sens. Et on a besoin de sens. Et ça va être le ferment de ma réflexion, de ma méditation, de mon avancée. Et je me suis rendu compte les vertus qu'on a tendance à oublier. On parle très peu de vertus, très très peu. Et je me suis dit, mais j'étais inspiré là-bas par les îles, essayons de les regarder un peu. Alors j'en ai une petite liste. Il y en a bien plus. Alors je vais vous en lire quelques-unes. Alors, certaines d'entre vous, et peut-être les Suisses, vous avez de quoi écrire. Je vous propose de noter 3. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez vous en souvenir. Alors, j'ai pris au hasard. Je préférais les écrire, sinon je ne les aurais pas en mémoire. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais vous allez rendre compte, toutes ces vertus vous parlent, toutes ces vertus sans doute vous les posséder.
Et toutes ces vertus ont aussi besoin d'être développées. Sachez bien qu'une vertu reste une vertu, c'est qu'une décoration. C'est comme une boule au sapin de Noël, mais elle peut se traduire en pouvoir. Elle peut se traduire en force, elle peut se traduire en une valeur, en énergie. Alors, je vous en lis quelques-unes. Essayez de repérer 3 que ce soir, demain ça sera autre chose, ce soir elle vous parle. Ce soir elle résonne en vous. Elle donne un moment de réflexion. La générosité. La gratitude. Vous cherchez un stylo, OK? Vous cherchez un petit bout de papier? Pas exhaustif ma liste. Donc je reviens. La générosité, la gratitude, l'équité, la compassion, la propreté, l'ordre, la douceur, la ponctualité, le civisme, la patience, l'intégrité, la bienveillance, la volonté, la vigilance, la détermination, il y en a un, le courage, la flexibilité, un thème, la résilience, on en parle beaucoup depuis qu'il y a le changement climatique, on parle beaucoup de résilience, l'engagement, l'enthousiasme, l'espoir, j'ai parlé de gentillesse. Il y a une vertu que possédait Einstein, c'était l'émerveillement, l'appréciation. Et on peut continuer. Vous en avez repéré 3 qui vous parlent. Vous voyez, ces vertus, bon, on les comprend, on les connaît. Je suis sûr qu'on les vit aussi. Mais combien j'ai besoin de travailler encore dessus? Et ces vertus, alors, comme je disais, peuvent être tremplins. Parce qu'il y a certaines de ces vertus que je travaille plutôt seul. C'est les vertus dont j'ai besoin pour mon éveil, que j'ai besoin, moi, pour mon cheminement dans la vie. Il y a des vertus que j'ai besoin pour vivre avec d'autres. Vivre en société. Quand on a parlé de civisme, c'est une vertu qu'on a besoin quand on vit en nation. On a besoin de civisme. Il y a des vertus qui qui aident à la cohésion d'un système humain. Quand on vit en groupe, en famille, pour ne pas dire en société. Alors, il y a des vertus qui font alchimie aussi dans nos sociétés. Alors, bien sûr que tout à l'heure, j'ai parlé des grandes vertus ou des valeurs, quand on parle de l'amour, de la pureté et du respect, mais bien sûr. Mais c'est devenu des mots et on ne sait plus quoi mettre dans le respect et dans l'amour. Alors que les vertus, c'est encore plus, c'est plus ciselé. On peut aller plus loin parce qu'on peut tout mettre dans l'amour. C'est sûr, mais c'est le fourre-tout, c'est le sac qui a plus de fond. Et on en parle, mais il n'y en a plus. Quoi. On va le voir en profondeur. Et le respect serait pareil. On n'a jamais vu que dans un monde qui a autant perdu de respect. Donc, peut-être avant de lancer les gros thèmes, voyons les vertus qui font sens dans ma vie et qui m'aident à avancer. Ça va jusque-là? Ok, vous avez repéré 3? Alors, ce qui serait intéressant, ce serait comme un petit exercice,
soit on en parlera tout à l'heure, ou peut-être les Suisses vont nous poser des questions, vous aussi. Sur les 3 que vous avez gardés ou notés pour aujourd'hui, essayez de les faire vivre. Ce qui veut dire simplement, non seulement avoir une petite pensée dessus et voir, j'allais dire, la substance qu'il y a derrière chacune de ces vertus, la force qu'il y a, mais en même temps, essayer de la placer non seulement dans vos pensées, mais peut-être dans une de vos conversations. Vous allez rencontrer des gens demain, votre famille et autres, essayez de voir si les vertus que vous avez notées, si elles ne peuvent pas quelque part figurer dans une de vos conversations. À ce moment-là, vous allez la développer et en même temps inspirer l'autre à en parler. Mettez le mot flexibilité, par exemple. Vous parlez de flexibilité avec votre enfant, votre mari, etc. Et tout d'un coup, il va donner sa définition, vous allez donner votre définition. C'est quoi la flexibilité? À quel moment faut-il besoin? Est-ce que c'est différent de la tolérance? Qu'est-ce qu'on entend par flexibilité? Qui inspire sans doute la justesse, sans doute l'équilibre, etc., etc. Donc, c'est une manière de provoquer la méditation. C'est une manière d'avancer sur un chemin. Alors, les vertus, depuis quand ça existe? Depuis quand ça existe? Alors, bien sûr, c'est un thème qui vient dans un cheminement spirituel. Mais vous savez qu'avant la chrétienté, les vertus, on en parlait déjà. Il paraît que déjà dans les textes de Salomon, il parlait des vertus cardinales. Et Pythagore aussi. Donc bien avant l'ère chrétienne, l'homme s'était bien rendu compte que pour créer un système cohérent, un système social, les vertus étaient fondamentales comme un liant, comme un peu l'huile dans une mécanique. Et alors, est-ce que vous connaissez les 4 vertus cardinales? Autant de Salomon que de Pythagore. C'est intéressant qu'ils en soient revenus à 4, donc ce n'est pas beaucoup. 4, alors je les ai notés, et c'est intéressant peut-être de méditer sur ces 4 vertus qui vont se décliner sur bien d'autres, sur beaucoup d'autres. Et surtout, ces vertus sont venues, ce qui me met beaucoup, ont apparu avant les religions. Donc avant toute coloration d'une religion qui a souvent des doctrines et des règles. Donc je dirais que c'est peut-être plus spontané, plus naturel. La prochaine fois que je retournerai à Tahiti, je vais essayer de voir dans ces peuples-là si ces 4 vertus cardinales existaient ou sont encore assez présentes. Alors, la première des vertus, c'est la prudence. Vous n'y aurez pas pensé. Hein? La première vertu cardinale est la prudence. Qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils entendent par la prudence? La prudence, c'est... Vous arrivez à m'entendre? Je parle assez fort? Ça va? Oui? C'est OK? La prudence, c'est le discernement, dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est le discernement en rapport avec les moyens que je possède et mes capacités. Vous voyez, parce qu'on peut parler de prudence, mais on peut aussi gérer une vie au-delà de ses moyens. À cette époque-là, on ne pouvait pas faire de crédit. À cette époque-là, il n'y avait pas de banque qui vous prêtait de l'argent. Donc, vous voyez, la prudence était différente parce que vous pouviez évoluer qu'avec vos propres moyens et votre capacité. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à... Est-ce qu'on facilite? Je ne sais pas. Mais on donne des possibilités aux gens d'aller vers un certain type d'amplification, mais qui peut être un piège. Un piège, c'est-à-dire un boulet. Donc, pour eux, ce discernement dépendait énormément de les moyens qu'on a et des capacités. Donc, quelque part, faites pas plus que vous êtes capable de faire, ou capable de... Dans ce sens-là, il y a la prudence. Donc, ce qui est inspiré profondément à 2 choses.
à la sagesse et à la sobriété. On voit ce qui montre beaucoup de choses. Donc, ça orchestrait deux choses aussi, c'était le temps et la mesure. En d'autres termes, je crois que c'est venu plus tard, mais je crois que c'est un des philosophes après qui le disait, c'est la droite règle de l'action. Dans le sens que la prudence nous inspire à aller sur une lignée qui ne fera pas défaut. Ça, c'est la prudence. La deuxième vertu, c'est la tempérance. On voit qu'elle est un peu en accord avec la première. La tempérance, c'est la modération et la maîtrise. Donc, on voit qu'elle se tient un peu à la prudence. C'est la modération et la maîtrise, avec la différence, elle exige de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est une des forces fondamentales dans la vie, mais surtout dans un mode spirituel. Il y a énormément de types d'équilibre qu'il faut, je veux dire, un équilibre, on joue avec un équilibre. La tempérance. Oui, c'est l'art de l'équilibre, c'est l'art de la modération et de la maîtrise. Alors, il y a des équilibres, comme par exemple, il faut un temps pour travailler, il faut un temps pour se reposer. Comme la nature nous indique en permanence l'équilibre. Le jour et la nuit, le soleil et la pluie, la chaleur et le froid, l'humidité et la sécheresse. La nature gère les équilibres tant que l'homme ne les a spoliés. L'équilibre, c'est la vie. Marcher, c'est quoi? Marcher, c'est se mettre en déséquilibre. Sinon, vous n'avancez pas. Quand vous êtes en équilibre, vous êtes statique. Là, je suis en équilibre. Mais si je veux avancer, je dois me mettre en déséquilibre. On ne se rend pas compte quand on marche. On se met en permanence dans des déséquilibres quand on rattrape. Et le déséquilibre fait que j'ai la possibilité d'avancer. Donc, la vie, c'est un jeu d'équilibre, mais en même temps, comme une balance Robert-Val. Sur les deux plateaux, vous avez le même poids, ça devient une danse. Non? Vous êtes 1 kilo à droite, 1 kilo à gauche, ça va danser. Mais vous mettez une tonne à droite et une tonne à gauche, ça dansera encore. Donc, l'équilibre est possible, ce n'est pas le poids qui fait l'équilibre, c'est d'avoir le même poids de chaque côté. Et là vient l'équilibre. Bon, dans la spiritualité, ils aiment bien l'équilibre d'être maître et enfant. Il faut un moment pour être sérieux et un moment où il faut savoir jouer. Non? Il faut un moment savoir rire. Il faut même rire de soi, plaisanter, et à un autre moment, on se prend un peu au sérieux. Donc l'équilibre est quelque chose qui se rapproche aussi de beaucoup de vertus, nous inspire un équilibre. L'enfant est maître. C'est bien, j'aime beaucoup. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la générosité. Qu'est-ce qui pourrait être l'équilibre, la générosité? La vertu de générosité est belle, mais avec quelle autre vertu elle devrait s'équilibrer? L'épargne. Je peux être généreux, mais je peux être généreux parce que je sais épargner. Et c'est comme les équipes comme le travail, s'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de travail. C'est les deux. Et vous les retrouvez comme il y a un moment, il faut être introverti, et à un moment, l'extraversion, ce n'est pas une vertu, mais quel est l'opposé de l'introspection? L'introspection, le retour sur soi-même, on en a besoin. On a besoin d'être seul avec soi-même. Mais si je suis trop introverti ou introspectif, qu'est-ce qui se passe? Mais je coupe des autres. Comment? Il n'y a pas de partage. Donc l'introspection est une qualité,
ou est une vertu, mais elle marchera avec le partage, avec l'ouverture vers les autres. Donc on se rend bien compte que quand il parle de tempérance, elle nous oblige à revisiter et revoir tous nos équilibres, qui est un autre type de maîtrise. Vous voyez? Ensuite, il y a, donc ça c'est la deuxième. La troisième, c'est la force. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par force ou peut-être avoir de l'énergie? Eh bien, dans la vie, il faut du courage. En gros, la force nous indique le cheminement dans la vie. Il faut du courage, il faut savoir résister, il faut savoir affirmer ses résolutions, il faut savoir dépasser les obstacles, il faut de la constance. Et comme affermir ses résolutions, la même chose, on pourrait dire, c'est affronter la vie, affronter la mort, affronter le cheminement. La vie spirituelle n'est qu'un cheminement, n'est qu'une avancée. Et là, la force, c'est un peu cette énergie dont j'ai besoin pour ne pas faire marche arrière ou devenir statique. Cette constance est nécessaire. Et ça revient sur la vertu fondamentale du départ, comme je disais, comme la fleur les cheveux, qui apporte quelque part un respect de soi, qui apporte un reflet de sa beauté intérieure, mais apporte aussi ce besoin de réaffirmer quelque chose de nouveau. C'est pas aujourd'hui je mets la fleur dans les cheveux, demain j'en mettrai une aussi, et après-demain encore une autre. C'est quelque part, il y a un sens dans ma vie, ce sens dans ma vie m'apporte de l'enthousiasme, me fait avancer, me fait progresser. Donc cette constance est fondamentale. Et la dernière qui fait assez défaut dans le monde actuel, c'est la justice. Alors qu'est-ce qu'ils entendaient par là? Donc prudence, tempérance, force et justice. La justice, bien sûr, est souvent tournée vers autrui. Par contre, aujourd'hui, on dirait justice pour autrui, mais on dirait aussi justice pour notre environnement, pour nos écosystèmes, pour tout le vivant autour de nous. Et le vivant autour de nous, c'est aussi les humains autour de nous. Donc, ça revient à une des vertus que j'ai lues, c'est l'équité. C'était justice. Donc, la justice, surtout à cette époque-là, était surtout de savoir donner et rendre à l'autre ce dont il a besoin et ce dont il mérite. Donc, on n'était encore pas de système démocratique à l'époque, mais il y avait quand même un sens profond de justice dans l'équilibre je vais presque dire, des droits de l'homme. L'éthique, on peut dire, alors que les droits de l'homme n'existaient pas encore, mais il y avait quand même déjà fondamentalement une approche des droits de l'homme, c'est-à-dire que chaque être humain a droit à être, à exister et avoir ce dont il a besoin. Ça revient un peu la justice de l'intérêt commun, nos intérêts communs, donc aujourd'hui ça pêche énormément aussi, et ça apporte la rectitude, la droiture, donc de nos comportements, avec un, je dirais pas un bémol, mais quelque chose qui pour moi je trouve fondamental, la non-complaisance. Vous voyez, la justice, comment? La non-complaisance. C'est-à-dire, je ne me permets pas de négocier, de négocier, mais dans le sens de la rectitude, de la droiture. Vous voyez, je négocie pas, comme dans le business, je ne me permets pas la corruption. Vous voyez, business, on fait nos affaires, je ne permets pas la corruption. Pas de dessous de table, pas de bavure. C'est dans ce sens-là. La non-complaisance, c'est pas dire, oh, c'est pas grave, enfin, ça, c'est pas essayer.
Alors là, peut se poser la question, le rôle de la flexibilité. Tout n'est pas parfait, tout a besoin d'un jeu fonctionnel. Donc, tout a besoin de tolérance pour que ça fonctionne. Mais il faut de la tolérance pour que ça fonctionne, mais la complaisance, ce n'est pas de la tolérance. Ça devient quelque part un peu une faiblesse. Donc, rectitude, oui, mais attention, ne donnons pas du pouvoir ou trop de pouvoir à la faiblesse. Regarde l'heure, mon quart. Vous voyez la réflexion qu'on peut avoir sur les valeurs et la source d'informations qu'elle peut nous apporter. Et qui m'oblige de réviser mes cours, de réviser je veux dire, moi, je ne me souviens pas à l'école d'avoir eu une liste de vertus. Je ne me rappelle pas qu'on nous ait lu ça. On nous a dit, réfléchissez-y, c'est important, ça fait partie du développement intérieur, ça fait partie des éléments fondamentaux pour travailler, pour construire ensemble. Alors, c'est vrai que là, maintenant, on se tourne vers une démarche spirituelle. Et je ne pense pas qu'une démarche spirituelle soit possible si je n'intègre pas ces vertus qui deviennent des valeurs. Parce qu'une vertu est au départ une décoration. Plus je la traduis en action, plus je l'incarne, elle devient pouvoir et ensuite elle devient puissance et elle devient une valeur. Et aujourd'hui, on souffre beaucoup d'un manque de valeur. Parce que le manque de valeur, eh bien, font simplement qu'on arrive à un stade où les règles majeures ne peuvent plus s'exprimer. Je crois que c'est Jean Rostand qui disait, il y a un moment donné, c'est l'insignifiant qui détrône l'essentiel. Et ça, c'est pour moi, aujourd'hui, une des grosses maladies de notre société. On peut faire disparaître, on peut balayer sous le tapis l'essentiel en y plaçant de l'insignifiant. Et les médias sont très forts pour ça. Ouais. C'est tellement facile de parler d'une actualité qui n'a pas grande importance pour cacher quelque chose qui est fondamental auquel il faudrait vraiment s'y atteler. Vous voyez comme la petite publicité qui noie le poisson. Et donc, on peut étouffer les valeurs fondamentales par l'insignifiant. Et ça, c'est une entorse de notre système. Il y en a bien d'autres. Et donc, plus on s'éveille à ça, plus on prend conscience de ça, moins on sera pris dans cette influence. Et le fait de faire ça, on se positionne. Donc, on passe au-dessus. Et là, il y a peut-être une des plus grandes valeurs ou une vertu à avoir, c'est de prendre de la hauteur. Ça revient un peu à l'élève qui était perdu dans un labyrinthe et qui ne trouvait pas la sortie. Et à un moment, il va demander à son maître de le libérer de ce labyrinthe. Le maître a dit, mais je ne vais pas t'en libérer. Tu vas sortir tout seul et c'est très simple. Je vais te bander les yeux. Je vais te sortir du labyrinthe et ensuite tu regarderas. Donc il l'a emmené en haut d'une colline, il lui a enlevé le bandeau et il lui a dit regarde. Il avait simplement vu la prison dans laquelle il était enfermé, le labyrinthe dont il ne trouvait pas les issues. Rien n'avait changé. Le labyrinthe était le même, mais sa vision avait changé. Donc il avait vu, on dirait, au lieu de marcher en 2 dimensions, il fonctionnait en 3 dimensions. C'est-à-dire il voyait son quotidien en 2 dimensions. Et donc, il était prisonnier par d'énormes limitations. Et le fait d'avoir une vision de hauteur,
il voyait les labyrinthes d'en haut, donc comme si on voyait en 3 dimensions. Donc, le labyrinthe n'avait pas changé, lui, c'était le même avec une réflexion supplémentaire ou avec une vision supplémentaire, prendre de l'altitude, prendre de la hauteur. Et ça fait partie de notre cheminement, c'est de prendre de l'altitude, se regarder, comme on dit, d'être observateur détaché. Donc, être observateur sans pour cela être profondément ni aigri, ni bousculé par ce qu'on voit, mais au contraire de voir avec grande à la fois prudence et puis sagesse, et de regarder la réalité. Alors, Loïs, comment on procède? Je prends tes questions ou je pose des questions dans la salle ici à Nice et on fait un échange? Aurait-il disparu? Bon, en attendant que la Suisse nous réponde. Oui, je suis là. Donc, Okay. On a une question de Luca, en fait. Alors, est-ce que je te la pose maintenant? Ok, oui, et puis après, on prend une question d'ici. Oui, on peut faire un... Ok. Alors, donc il dit, est-ce suffisant de vivre une vertu pour la développer? Quel est le rôle de l'intention dans la mise en pratique d'une vertu? Exemple, la gentillesse. Ouais. Je peux être gentil pour plaire à quelqu'un, donc par intérêt. Oui, oui, vous avez entendu la question? Ici, tous? Moi, je dirais, ça manque d'intégrité. Oui, l'intention est une... Vous entendez? Est-ce qu'une vertu, le fait de la pratiquer, suffit pour la développer? Parce qu'on peut très bien, comme il donne l'exemple de la gentillesse, je peux bien être gentil, mais de ne pas l'incarner, d'être gentil pour un peu la galerie, etc. Ou pour tromper son monde, quoi, quelque part. Et beaucoup, souvent, je crois que les vertus, on les pratique parce qu'on sait être gentil, on sait rendre un coup de main à quelqu'un, de l'intégrer. Pour moi, c'est une question d'intégrité. Une vertu pourra jamais devenir une valeur, ne pourra jamais devenir un pouvoir si l'intention n'est pas bonne. La nature est bien faite. La nature est bien faite. Et si tu veux développer quelque chose qui est pour moi fondamental, ben, il faut que tu sois dans la justesse. Tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir à des valeurs. Tu peux jouer, mais tant que tu joues, tu n'incarnes pas. Par contre, tu peux la pratiquer et la développer, mais il faut que ce soit totalement sincère. Il faut que ce soit totalement sincère. Sinon, tu ne pratiques pas, j'allais presque dire, tu ne pratiques pas de spiritualité, tu ne fais que... Tu es un acteur sur scène. Tu joues peut-être très bien ce rôle, et tu peux donner une illusion à énormément de monde, mais l'illusion, la première, c'est pour toi-même. C'est-à-dire que tu es toi-même pris dans ta propre illusion. Et donc, tu ne vas sûrement pas développer, au contraire, tu développes tu perds ton intégrité. Tu développes ton intégrité. Donc, ça serait un peu, moi, la réponse que je donnerais. L'intention, bien sûr, est fondamentale. Oui, mais Attendez, oui, première réponse. parfois, on peut très bien ne pas savoir. L'intégrité, c'est encore une vertu qu'il faut connaître. Je pense réellement que, en fait, quand ça dépasse notre propre intérêt, quand on fait quelque chose et que ça nous dépasse, ça nous transcende, ça nous grandit, là, on peut être sûr d'être. Il y a une autre perception qui est très belle, que on peut pratiquer une vertu, hein, c'est une vertu, sans avoir, je vais presque dire, toute l'information. Par contre, si j'arrive à la transcender, elle peut aller beaucoup plus loin. Quel mot tu avais utilisé encore? Que c'est pas pour nous. Ah oui, voilà, que si c'est pas que pour moi, que ça me dépasse, que ça aille au-dessus. Oui, ce que j'entendais pas transcender. Si je suis en fait, si
c'est pas que je sais, c'est que je suis. C'est pas, je fais pour plaire, parce qu'on peut se tromper, on peut faire des choses par complaisance, par narcissisme, on peut être auteur de plein de choses, mais quand on se dépasse, sans être pour autant sacrificiel, on est en quelque chose. On m'a dit, c'est quand on se dépasse, qu'on ne fait pas ça pour son petit orgueil ou sa côté narcissique, mais quand je vais essayer d'aller plus loin. Quand c'est pour autrui, encore une fois, ça revient un peu à la justice, quand c'est pour autrui. Oui, ça revient encore à l'intention, mais bien sûr, l'intention, on peut se tromper au départ, on peut avoir une intention un peu naïve, on croit faire bien et ensuite on réalise que malgré tout, mon intention n'était pas 100% pure, mais il y avait un départ. Quand il y a une question de sincérité là-dedans, on n'est jamais sincère à 100% au départ. Ça se travaille, la sincérité. La sincérité, ça va avec l'amour. La sincérité va avec l'amour. Il faut être vraiment sincère. Sincère, bon, je continue, je réagis un peu là. On parle de sincérité, c'est vraiment l'amour, mais oui, la sincérité, je fais très attention à l'amour, c'est un. Il y a beaucoup de place. Hein. Il y a beaucoup de place, il y a des contradictions. Ça aussi, je veux dire, j'allais presque dire, tout s'apprend. Tout s'apprend, tout se développe. Et même la sincérité, il y a quand on dit encore, on crée un paradis avec des bonnes intentions. On crée l'enfer avec de bonnes intentions. Vous voyez, donc les intentions sont des fois bonnes, mais on crée l'enfer. Et pour la sincérité, ça peut être pareil. On est sincère avec les paramètres que je possède. Et au fur et à mesure que j'avance, que je vois que j'avais 15% des paramètres. Et dans ce que je possédais, j'étais sincère. J'en suis sûr que j'étais sincère. Et l'intention était bonne. Mais au fur et à mesure que j'avance, j'ai 50% de paramètres. J'ai beaucoup plus d'informations. J'ai beaucoup plus une vision beaucoup plus large. Et là, être sincère est peut-être un peu plus dur parce que je m'implique plus. Je sais beaucoup plus de choses. Mais ça a beaucoup plus de mérite. Vous voyez ? Donc, il y a cheminement. Mais si la sincérité et l'intention est vraiment honnête et juste et les autres le ressentent. Je dirais quand il y a de la sincérité et que l'intention est juste, j'allais presque dire c'est vibratoire. C'est vibratoire, sa connaissance. Et quand c'est vibratoire, eh bien, les mots parlent plus. On capte la sincérité. Un enfant, il dira les choses avec ses mots, mais on sentira bien s'il est sincère et s'il est honnête, il est entier. Mais il a une toute petite part de vécu et d'expérience. Là, je vous ai un peu pris de temps. La Suisse ? Oui. Au niveau des questions, c'était la seule. Ok. Et la réponse ? Est-ce que Lucas veut rebondir dessus ? Alors, j'ai pas de... Peut-être, voilà, si Lucas veut répondre. Bon, en attendant, je vais peut-être prendre une question d'ici. Oui. D'accord. Parce que j'ai bien compris, eux, ils ne peuvent pas parler, ils peuvent que donner des questions par écrit. Bon, bah, il a déjà répondu. Tu m'entends ? Voilà. Donc, oui, je t'entends. Tout le monde t'entend. Ok. Alors, il dit... Donc, la réponse est faite. Voilà, il a répondu en disant « Est-ce par la méditation que notre intention devient vraie, que tous les paramètres seront présents ?» Ah ben, je pense que la méditation, moi j'ai toujours dit la méditation est un outil. Comme j'ai dit, on met beaucoup de choses derrière le mot méditation. C'est un outil qu'on apprend à utiliser. C'est comme, vous savez, il y a des gens qui ont des caisses à outils avec des très très beaux outils, mais ne s'en servent jamais. Vous n'avez pas remarqué ? Et il y a des artisans qui ont une caisse à outils avec des vieux outils, mais alors ils travaillent avec toute la journée. Ben, la méditation, pour moi, c'est un outil. Donc, je l'utilise tous les jours et j'ai peut-être que 3 outils, mais si je les utilise tous les jours bien, je fais des merveilles.
Et il y a d'autres personnes qui ont des caisses à outils et des super outils, mais ils s'en servent pas. Donc, les méditations, tout dépend, j'allais dire, c'est pas une question quantitative. La méditation, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. C'est combien ma méditation est profonde, combien elle est sincère, combien je sais l'utiliser à un moment opportun. Automatiquement va donner de la force à mes valeurs, à mes vertus et à ma compréhension, si on parlait d'intention ou d'honnêteté, bien sûr. La méditation, c'est un outil qui apporte de l'éclairage. Et quand il y a de l'éclairage, automatiquement, il y a de la lumière et toutes les parties obscures, les parties un peu, les ombres, souvent on donne l'exemple, enlever les ombres en nous. On a tous des anglements. On a tous des anglements. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas et que d'autres voient d'ailleurs. Eh bien, les angles morts, c'est en interaction avec les autres, ça m'aide à les voir. Et les ombres, c'est la lumière. Plus je mets de lumière, plus les ombres vont s'estomper. Et la lumière, c'est les deux piliers du yoga, c'est l'étude. La connaissance est un premier outil. La réflexion, ce qu'on fait en ce moment. Là, en ce moment, on échange de l'information, c'est la connaissance. Échanger de l'information, c'est apporter de la lumière. Et le deuxième outil, c'est la méditation. C'est donc essayer d'utiliser cette information, même si c'est un mot que je n'aime pas trop parce qu'il est très utilisé. Cette information, cette connaissance, qui est pour l'instant un mot, qui est pour l'instant une chose qui a une certaine signification, mais si je ne la travaille pas, je ne lui donne pas de valeur. Je n'arrive pas à la peaufiner. Je n'arrive pas à l'approfondir. Donc la méditation, c'est ce moment on ajoute souvent à la méditation la concentration. Donc j'ai besoin de ce moment de concentration, de silence. C'est une place énorme, le silence, qui me permet d'avoir une vision toute neuve et différente de choses avec laquelle je joue tous les jours, mais en étant actif. Il y a des choses que je ne peux pas voir si je suis dans l'action. Il y a des choses que je ne peux pas voir si je suis en interaction. C'est la fameuse, c'est par quoi j'avais commencé au début. La méditation va être l'outil qui me décroche de l'arbre pour me faire descendre dans la graine. L'arbre, c'est ce que vous êtes devenu. Chacun d'entre vous est un arbre. Et vous êtes les créateurs de cet arbre. Et dans cet arbre, il y a des branches, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la branche du travail, il y a la branche de la famille, il y a la branche de vos hobbies, il y a la branche de votre démarche philosophique, et il y a des branches très importantes. Pour certains, la branche du travail, c'est presque toute la branche. Pour d'autres, c'est que la famille. Pour d'autres, c'est le sport. Pour d'autres. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On se comporte comme des singes, on saute d'une branche à l'autre. Et notre vie entière, c'est se perdre dans notre création. Mais on ne grandit pas comme ça. On a de l'expérience de notre création, mais ce n'est pas ça dont on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre l'essence, le créateur. Il y a deux créateurs, il y a moi et puis il y a le grand créateur. Mais qui a construit mon arbre? C'est moi. Je suis le créateur de mon arbre. Donc, j'ai besoin de descendre dans la graine qui a donné force à cet arbre. Et cette graine, je ne peux pas y aller si je suis un singe qui saute d'une branche à l'autre, ce que nous faisons du matin dès le moment qu'on se lève jusqu'au soir. Donc, il faut à un moment donné se donner du temps d'arrêter de sauter de branche en branche et de faire une descente dans la graine. Et dans la graine est sous terre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'intempéries. Et dans la graine, vous êtes face à vous-même.
Vous êtes face à votre ADN, vous êtes face à ce qu'il y a de plus subtil en vous et à votre essence. Et donc la méditation, c'est cela. Plus je vais dans l'essence, moins je suis perturbé par ma propre création, et quelque part je résonne avec moi-même. Et c'est comme ça qu'on peut se comprendre, se connaître et se développer. Et là, il y a l'autre passage, quand plus je suis proche de moi, le créateur, plus je suis proche du grand créateur. Puisqu'à ce moment-là, il y a une certaine fréquence qui se met en place. Je ne peux pas méditer avec le grand créateur, appelez-le Dieu, appelez qui vous voulez, si moi je suis perdu dans ma création. Il y a un moment où je dois me décrocher de ma création, aller dans mon essence, pour me mettre en harmonie à la fréquence du créateur. Je ne sais pas si vous me suivez. Je pense pour moi que c'est le moyen pour évoluer. C'est le moyen pour évoluer. Ah ben oui, bien sûr. Dès qu'il y a réflexion, dès qu'il y a... Absolument. Est-ce que la méditation est un moyen pour évoluer, la question? Oui, la méditation, comme je dis, c'est comme le couteau suisse d'ailleurs. On a des Suisses en face de nous. Ça dépend quelle lame tu sens de ton couteau. La méditation, ça veut dire, ça m'a permis de me concentrer. La méditation m'a donné des réponses. La méditation a permis de développer une vertu, une valeur. La méditation m'a permis d'aborder un sujet que je connaissais, mais j'ai dû me mettre dans un niveau d'écoute ou de sensibilité que je n'ai pas autrement. Voilà. Donc la méditation, c'est tous les jours différents et de quoi je m'aide. Donc bien sûr, c'est se donner les moyens. C'est se donner les moyens. Et donc, c'est pour ça que le mot méditation, c'est pas seulement tourné vers la spiritualité. On médite bien sur une solution. Il y a des gens qui méditent sur les problèmes pour trouver des solutions. Ou on médite sur la beauté d'une fleur. On peut méditer sur... C'est tout simplement un regard nouveau, différent, plus profond sur la réalité de la vie. Donc, je vous dis, c'est un couteau suisse. Il y a beaucoup de définitions. Mais il n'y en a aucune qui est mauvaise. Heureusement. Le monde autour de nous est un faisceau d'informations et tout ça, ça se rejoint à une même réalité. Et c'est comme ça que je peux à la fois faire une synthèse et en même temps trouver pour moi à la fois des réponses, mais aussi trouver j'allais dire je parlais tout à l'heure de tremplin. Moi, j'ai souvent vu dans la méditation, faisait tremplin pour la suite. On a besoin de tremplin pour bondir dans la vie, puisqu'on veut avancer. Mais on n'avance pas à pas. On avance parfois pas à pas. Mais souvent on avance d'une manière quantique, c'est-à-dire par saut quantique, par tremplin, par réalisation. Vous n'avez pas remarqué? Des fois, on peut stagner, et ce n'est pas un problème. On peut stagner 3 mois où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et tout d'un coup, en une journée, en 2 jours, on fait des découvertes, on fait des sauts quantiques, comme on dit maintenant. C'est-à-dire, il y a tout d'un coup le AA, le Eureka, des choses qui n'étaient pas évidentes pour moi, qui étaient restées dans la zone d'ombre. Soit un attachement, soit une addiction, soit il y a tellement de choses qui aveuglent, qui ferment un peu notre fenêtre. Alors, je relance une question dans la salle de Nice. Loïs? Alors, non, simplement, Lucas répondait encore. Là, c'est plus une question. Il répondait simplement, la méditation va nettoyer l'intellect, donc plus il y aura de propreté dans mon intention et plus la vertu se renforcera. Merci François pour tes réflexions et à une prochaine. Ok, thank you. Voilà. Ok, on se coupe avec eux et puis nous, on peut rester ensemble. Ok, alors bonne soirée à tous les Helvètes. Donc on termine là. Très bien. Alors merci beaucoup François pour ta conférence. Okay.
elle sera. C'est un grand plaisir. Et puis, moi, j'aurai l'occasion de me rapprocher de vous la fin du mois d'août. Tu as autre chose à dire, peut-être? Non, c'est tout en fait. Donc, on va arrêter là. Et donc, merci bien François. À très bientôt. Ok. Ok, à très bientôt. Merci à tous d'être Bye. tous ceux qui se sont réunis, qui se sont connectés. Au revoir. Ok. Ok, au revoir. Salut Loïs.